Voilà. Donc il n'y a rien de préparé et c'est complètement aléatoire que j'appelle maintenant et que Stéphane enregistre. Évidemment, il m'a posé la question, j'ai dit oui, donc voilà. Oui, alors Stéphane Edouard, donc comment t'appelles-tu? David. Alors David, tu appelles dans le cadre de ce qu'on appelle une étude de cas. Une étude des cas est une question que vous me soumettez librement, que je ne connais pas avant. Et vous avez mon numéro par deux biais, soit parce que vous êtes VIP, comme toi, soit parce que vous réservez une étude de cas séparément. Je préfère de loin les clients VIP, les gens qui n'ont aucune de mes formations et qui posent des questions, malheureusement, c'est souvent un peu stérile. Parce que pour plein de raisons qu'on peut imaginer, c'est souvent mal raconté, il n'y a souvent pas les éléments qui permettent de répondre, etc., etc. Donc tu es VIP depuis combien de temps? Depuis 2 mois. D'accord. Simple, intégral ou premium? Intégral. Intégral, on t'écoute. Donc, j'ai toujours été un profil en échec scolaire, c'est-à-dire que quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'allais pas à l'école, je préférais jouer à World of Warcraft. J'avais aucune motivation pour l'école. J'allais seulement à 2 matières, même pour le bac d'ailleurs. Je me suis montré qu'à 2 matières, c'était les maths et la physique. Tout le reste, je n'y allais pas. Et j'ai découvert cette école, l'école 42, qui est assez atypique, qui me plaisait, mais qui était extrêmement difficile d'accès. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette école, il fallait faire une compétition vraiment drastique, puisque c'était gratuit. Donc Allô ? J'écoute. Petit aparté, voilà, c'est une école gratuite qui a été fondée par le milliardaire Xavier Niel. Donc il nous a mis dans les meilleures conditions possibles. C'était des iMac 27 pouces à l'époque, dans le 17e, donc c'était vraiment exceptionnel. Ah oui, j'en avais entendu parler. Oui, ça y est, j'en ai entendu parler de cette histoire. Donc voilà, c'est vraiment une école, quand tu arrives dedans, c'est incroyable. Mais pour rentrer, du coup, puisque c'est gratuit, oui, il y a une sélection. C'est extrêmement compétitif. Voilà. Et donc il y a 1 mois en fait. Sélection de quel ordre? 1 sur 100, 1 sur 500, 1 sur 1000 80 000 étudiants pour 900 prix par an. Donc 1 sur 100. 1 sur 100. Un peu plus d'1 sur 100, 1 et quelques sur 100. Oui, bah c'est sélectif comme une bonne prépa en fait. Quand on fait la meilleure prépa de sa région, on est 30, 40, 50 élèves sur 4-5 000 élèves, donc ok, c'est comme une très très bonne prépa quoi. Ouais. J'avais pas la stat pour les prépas, mais je veux bien vous croire. Bah, je l'ai pas non plus, mais une grosse prépa, c'est 40-50 élèves, et il y a combien d'élèves en terminale dans une région ou un département? Quelques milliers, j'imagine. Ouais. Donc, plus ou moins, on est sur le même ordre de grandeur. Ce qui compte, c'est pas l'exactitude, c'est les ordres de grandeur. Ouais, exactement. Et donc voilà, donc il y a un premier jet de test sur internet, donc ils vous font des tests de QI, etc. Bref, ça dure 8 heures. Donc ça c'est pas très compliqué, les gens qui veulent vraiment les réussir, les réussissent. Et puis ensuite là il y a vraiment le dur, c'est 1 mois dans l'école en immersion, ça s'appelle la piscine. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait on arrive dans l'école, on a juste reçu un mail pour nous dire voilà vous allez venir de telle date à telle date, voici votre login, voici votre mot de passe. Ça commence par exemple, je dis n'importe quoi, le 1er août. On arrive dans l'école, il n'y a absolument personne pour nous guider, on doit choisir un poste et ensuite on doit commencer à coder. Il y a un fichier sur l'ordinateur. Voilà. Ah mais c'est une école d'informatique exclusivement? Exclusivement. Ah oui d'accord, je croyais que c'était une école généraliste ou de sciences. Non, c'est que du code en fait. C'est que du code. Ah bah oui d'accord, donc il devait y avoir que des nerds en puissance. Ah c'était full nerds. Alors ça c'était... Vas-y, combien de filles sur 80? Laisse-moi deviner, 2. Oui, à l'époque, il y avait 97% de garçons. Vraiment, c'était que des mecs. Bah, 97% sur 80, ça fait quoi? Donc il y a une fille en fait. Ouais, une fille ou deux. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, ils appuient sur la parité. Hein. Donc, ouais, ça a dû faire monter le niveau, ça encore. Et donc, quel est ton problème alors? Mon problème, c'est que donc j'ai réussi, donc j'ai fait cette piscine-là. J'avais une motivation à l'époque hors norme. J'ai réussi à rentrer. J'ai quand même dormi 2 jours par terre.
Je codais 15 heures par jour, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, aucune interruption. J'ai réussi à rentrer dans cette école. Et là, à la rentrée, donc il y a quand même une rentrée, 2 mois après, où du coup on a un cursus intensif mais classique, bah j'ai perdu toute ma motivation. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, le feu que je ressentais, l'électricité qu'il y avait pendant la piscine, où tout le monde vraiment, voilà, il y avait une vraie compétition, tout le monde se tapait, on savait que c'était un cursus exceptionnel et qu'il fallait le mériter. D'ailleurs, sur les 1000, en fait, il y en a toujours 500 à la fin, le 30e jour, c'est-à-dire à l'examen final, il n'en reste que 500. Donc il y a la moitié qui part. Et donc voilà, j'ai réussi. Mais quel 1000, puisque je croyais que vous étiez 80. Non, alors, il y a 80 000 personnes qui font les tests. Ensuite, il y en a 1000 par mois, puisque c'est un test de 1 mois. D'accord, c'est une sélection intermédiaire, en fait. D'accord, ok. Voilà, et sur ces 1000-là, ils peuvent en choisir, si la promo n'est pas bonne, 10. D'accord. Mais à la fin de la piscine, en général, ceux qui finissent juste le test, il y en a 500 sur les 1000 qui arrivent. D'accord. En moyenne. Et donc, voilà, j'étais très content, j'ai réussi à intégrer cette école. Et puis, arrivé à l'école, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et se passe, et j'ai perdu toute ma motivation. Mais alors toute. Et pourtant, Dieu sait que vraiment cette école, elle est prisée. Encore aujourd'hui, et donc j'ai quitté au bout de 6 mois. J'ai arrêté. Et donc ta question est? Et donc ma question, c'est je comprends pas comment j'ai pu perdre ma motivation, sachant que j'ai vraiment travaillé dur pour rentrer dans cette école, que j'étais conscient que c'était une chance inouïe de pas, voilà, je sais pas, pour quelqu'un de normal, tes parents ils te payent pas 40 000 euros donc tu dois faire un crédit. Je sais que pour la majorité des étudiants, bah, c'était ça, ils faisaient un crédit. Et toi non? Et moi non. Donc tu es un enfant de bourgeois. Je suis un enfant de bourgeois. J'avais la chance de pas avoir à faire ce crédit. Donc tu as abandonné une école pour laquelle tes parents ont payé 30 000 euros. Non, alors non, c'est une école gratuite, Stéphane. Ce que je veux dire, c'est que tu fais une comparaison à d'autres écoles. Voilà, c'était une comparaison à d'autres écoles. Et du coup, aujourd'hui, que fais-tu alors? Alors aujourd'hui, j'ai une agence de marketing. Alors, quand un geek parle de marketing, c'est qu'il vend des pubs sur Facebook et sur Instagram, c'est ça? Alors c'est exactement ça. Bah ouais. Ouais, c'est exactement ça. Mais Bon. précisément, c'est-à-dire que vraiment, le cœur de métier, c'est ça. Ah oui, mais je sais bien. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Donc, je connais par cœur le nerdisme et la geekerie. J'en ai côtoyé plein à l'époque des ateliers et des coachings, donc je les connais par cœur. C'est très prévisible. Après, je dis pas que tous les fondateurs d'agences comme Internet sont des geeks, mais je dis que tous les geeks qui veulent échapper à leur sort finissent là-dedans, s'ils ne veulent pas coder en permanence. Et alors, ça se passe pas bien? T'es pas content? C'est grave? Enfin, ton sort te déçoit en quelque sorte? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors ça se passe. Moi, je trouve ça ennuyant aujourd'hui, même si ça me permet de gagner ma vie. Ah bah tu m'étonnes. Si t'es malin, tu tapes des devis à plusieurs milliers d'euros pour un truc qui te prend 1 heure dans la semaine. C'est exact. Mais je le sais. Seulement, c'est tellement chiant que les mecs comme moi ne supportent pas de le faire. Et donc, du coup, on est obligé de payer des mecs comme vous qui nous prennent 500, 750, 1000, 2000, 3000 euros pour paramétrer un truc, j'allais dire imbitable. C'est pas que c'est imbitable, c'est que c'est vraiment froid et austère. Mais comme vous êtes toute la journée dedans, bah vous, ça vous prend, entre 25 minutes et parfois 1h30. Et voilà, et puis voilà, 2 heures pour installer le truc, et puis 5 minutes par semaine pour faire un check, et nous, ça nous coûte 3000 balles. Alors après, ça dépend des budgets. Je connais bien. T'inquiète pas, je connais bien. Mais tant mieux, il en faut des malins dans la vie. Il faut des malins, et il faut des gens pour faire ce qui dégoûte les autres. En revanche, j'aimerais quand même préciser que c'est comme ça que Donald Trump s'est fait élire. C'est par les publicités extrêmement agressives sur Facebook et Instagram.
Ça fait partie de l'histoire de Cambridge Analytica, et donc c'est pas si simple que ça. Dans chaque discipline. À quel moment ai-je dit que c'était simple? J'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit que c'était austère. Ah, ça l'est. L'interface, notamment Facebook étant la pire, l'interface de publicité, non seulement elle change tout le temps, donc ça veut dire que si tu n'en fais qu'une ou deux par an, le temps que tu mets à retrouver tes petits est infini, et en plus, c'est tellement austère que tu sous-performes en fait. Donc du coup, tu confies des trucs à des mecs comme toi qui... Bon, et alors, je sais pas, t'as pas l'air malheureux. Moi, je sais pas pourquoi t'as quitté cette école. Tu n'as pas de persévérance. Voilà, c'est tout. Moi, je pense avoir quitté cette école parce que avant de rentrer dans cette école, je pensais que j'étais, on va dire, intelligent et malin. Je le pense toujours. Néanmoins, j'ai vu des gens beaucoup plus intelligents que moi. Ah ben ça, c'est sûr. Mais alors vraiment beaucoup plus. Ah ben moi également. On croit toujours que j'ai la grosse tête. Je croyais pouvoir faire des maths abstraites. T'inquiète pas qu'en prépa, j'ai bien vu qu'il y avait un niveau que je n'atteindrais jamais. Et encore, j'étais dans une bonne prépa, mais pas la première du pays. Donc j'ai vu des dizaines de personnes, et il y en a certainement des centaines qui finissaient l'exo 2 fois plus vite que moi, ou voire je le finissais pas du tout. Et à un moment, c'est plus une quantité de travail, c'est un constat, pour le coup, froid et sec, qui est, ok, voilà. Tout seul dans ma chambre, je me voyais à telle hauteur, et en compétition directe, je me rends compte que je suis moyen. Voilà, ça arrive, c'est la vie. C'est comme le sport en compétition. Tu joues au tennis avec ta tata et ton tonton, tu les éclates. Et puis un jour, tu vas dans un club et les 2-3 premiers matchs, tu as de la chance. Et puis un jour, il y a le mec du club, du département d'à côté, qui fait un saut. Et le service, tu le touches pas. Et tu te dis, merde, mais à quel sport je jouais avant? Voilà. Donc ça m'a beaucoup frustré. Du coup, comme j'ai vu que jamais... c'est un peu chaud à dire, mais jamais intellectuellement je pourrais être comme ces gars-là. C'est-à-dire que voilà, ils avaient une pensée disruptive vraiment exceptionnelle. Je peux vous dire que j'ai vu des gens, c'était ridicule. C'était vraiment, les mecs avaient 19 ans, ils codaient sur un écran, c'était noir, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un terminal. En fait, c'est une page noire qu'on peut aussi personnaliser. On peut mettre des couleurs pour pouvoir coder, pour pouvoir se repérer. Ces mecs-là codaient en noir et blanc. Ils bougeaient pas de leur chaise pendant 8 heures. Ils allaient prendre 2 cafés. Ils mangeaient vegan et ça bougeait pas. Et c'était impressionnant. Et ils étaient déjà plus forts que la moyenne. Et en plus d'être plus forts que la moyenne, ils étaient plus jeunes aussi, puisque 19 ans, moi voilà, j'avais à peu près 20, 21, je me rappelle quand j'ai commencé la piscine. Donc c'était inégalable. Oui, je vois bien, je t'ai dit que j'avais subi et vécu la même chose en prépa. Bon, et alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, tout simplement, j'ai quitté. Moi, j'ai pas quitté. Ah, vous avez pas quitté? Eh non. J'ai pas quitté et je me suis fait violence pendant 6 ans. 3 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingé où c'était un cauchemar. C'est la différence entre nous. C'est que moi, je suis pas un enfant de bourgeois. Ok. Je me suis fait violence, je me suis fait mal, j'ai déprimé. Il y avait des matins où, en école d'ingé, déjà en prépa, c'était chaud, mais à la limite, on déconnait avec les potes. En école d'ingé, j'avais pas de potes. Les TD étaient un cauchemar, les cours étaient un cauchemar, les cours de physique des matériaux, de chimie, etc. étaient un cauchemar. Les cours de code étaient un cauchemar parce que j'aime pas coder. J'étais dans une ville atroce qui s'appelle Saint-Ouen, dans une résidence étudiante atroce avec un coloc atroce qui avait un pantalon et 2 t-shirts pour toute la semaine et qui prenait une douche par semaine. Il y avait des matins, j'avais envie de me pendre. Et j'ai pas quitté. J'ai déprimé, je me suis pas rasé, je ressemblais à une loque. C'est la seule. J'ai toujours été plutôt élégant. C'est la seule époque de ma vie pendant 2 ans et quelques mois. J'étais une loque. C'est-à-dire vraiment, je ne ressemblais à rien. J'avais plus. Je subissais quoi. J'attendais, je tenais bon. Mais c'est parce que vous aviez pas le choix que vous avez pas quitté. C'est parce qu'on n'a pas la même nature. Ok. C'est comme au sport. Tu t'inscris à n'importe quelle activité, surtout si elle est un petit peu violente. Il y a un moment où les coups font mal.
Et il y a des gens et 99% des gens arrêtent. Et il y a des gens qui arrêtent pas. Moi, la boxe anglaise, j'ai arrêté. Parce que quand tu dépasses le niveau débutant et que tu arrives dans le niveau le ventre mou, où il y a des moins bons et des dilettantes et des bourrins, au bout d'un moment, t'as trop mal, quoi. Je veux dire, et t'arrêtes. Donc, on a tous quitté quelque chose. Bah, toi, t'as quitté. C'est comme ça. On a tous un degré de persévérance, on a tous une force vitale, on a tous une résilience différente. Je t'invite à, d'ailleurs, tu dois avoir mes formations, j'imagine, résilience et ne rien lâcher et motivation. Si tu les as pas encore, c'est celles par lesquelles il faut commencer. Mais après, on a tous un niveau. Et ça peut se travailler? Dans une certaine mesure, sinon je ferais pas des formations dessus. Après, je peux ingérer toutes les formations à la motivation disponibles dans toutes les bibliothèques du monde et sur tous les internets du monde. Je ne vouerai pas ma vie à la musculation parce que ça me fait chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment, soulever des poids, je vais quitter. Bon, bah voilà. Et il y a des bourrins qui n'ont aucune formation à quoi que ce soit et qui vont arriver à soulever des poids 2 heures par jour, tous les jours, sauf le dimanche. Bon, bah, c'est comme ça. C'est en nature. Je vois. Donc pour toi, tout est une question de nature, en fait. Non, j'ai pas dit ça. C'est le vieux débat, le débat vieux comme le monde de l'inné et de l'acquis. Il y a un terrain qui est inné et il y a des conjectures. Il y a des événements, il y a des phénomènes qui se déroulent sur un terrain. Donc 2 personnes soumises au même licenciement, une a un terrain de dépendance et va sombrer dans l'alcool, l'autre n'a pas un terrain de dépendance et va se remettre en 15 jours. Et pourtant, tu vois bien que c'est le même événement. Ouais. Je vois. Les événements sont la conjonction d'un terrain fixe et de conjectures arbitraires. 2 personnes avec des terrains différents soumis au même drame, un va se suicider, l'autre va pas se suicider. Un va quitter, l'autre va pas quitter. Il faut pas que le terrain, c'est le terrain et les événements. Parfois, on approche de quit et puis un prof, une rencontre, une envie de prouver, une envie de montrer, un challenge fait qu'on quitte pas. Et là, c'est pas une question de terrain, c'est une question de rencontre. Peut-être n'as-tu pas fait la rencontre à un moment donné où tu t'es dit quitter me ferait honte. Ça, c'est sûr, ouais. T'aurais rencontré une femme qui t'aurait tiré vers le haut, qui t'aurait impressionné et qui t'aurait fait comprendre que quitter c'était la honte, bah t'aurais peut-être pas quitté. Et tu vois, c'est pas une question d'inné, c'est une question de conjoncture arbitraire. T'as pas eu cette femme ou cette personne ou cet adulte ou cet œil externe qui t'a fichu la honte. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec la honte, j'en sais rien, je ne te connais pas. Ok, j'ai bien compris. En tout cas, il est absolument certain que le fait que tes parents aient un certain matelas te permettant de ne pas te retrouver à la rue, c'est sûr que ça a joué. Je n'aurais jamais, je sais les efforts que ma mère a fait pour m'envoyer faire des études à Paris, et Dieu sait que je les connais. Je ne lui aurais jamais fait l'insulte d'abandonner. Jamais. Et pourtant, j'ai un peu glandé la première année, j'ai raté un certain nombre de partiels, j'ai passé tout l'été à les réviser, même la matière que je haïssais le plus au monde, qui était les matériaux, où c'était vraiment du par cœur de charognard infect. J'ai tout appris par cœur tous les jours de l'été. J'étais en stage, et j'avais mes antisèches, et je lisais, et je lisais, et je lisais. Je comprenais la moitié, tellement ça n'a aucun sens. La physique des matériaux, c'est vraiment le cauchemar. C'est un cauchemar. Si vous voulez lire un cauchemar, allez voir des cours de physique de matériaux sur Internet.
c'est plus bête que de la médecine. C'est encore plus par cœur. Et ben, j'ai tout appris par cœur et j'ai tout recraché et j'ai eu 15 ou 17, je sais plus. Et c'était horrible. C'était l'été de mes 20... c'était l'été de ma première année, sachant que j'ai fait prépa de 17 à 18, 18, 19, 19, 20. C'était l'été de mes 21 ans. C'était l'été du top de ma vie, si tu veux. À 20, 21 ans, normalement, tu bronzes, tu fais du wakeboard, tu dragues. Et ben moi, j'ai appris des matériaux parce que je ne pouvais pas faire à ma mère l'affront d'abandonner mon école d'ingé. C'était impensable. Impensable. Bon, bah toi, t'avais pas ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est la conjonction d'un terrain et de conjectures arbitraires. Un peu de ça, un peu de ci, une rencontre qui s'est pas faite, une charge de travail comme ci comme ça, peut-être le manque peut-être le mode de vie n'allait pas, je sais pas quoi, tu dormais trop, pas assez, j'en sais rien. Je peux pas le savoir. Tu demandes à un inconnu les clés de ton propre comportement. Un inconnu a rarement les clés de notre propre comportement. Il peut lire une situation, mais il est très très rare qu'un inconnu vous dise pourquoi vous êtes tombé dans la drogue à 25 ans. Il n'en sait rien, l'inconnu. À part vous dire que c'est votre faute, je suis l'inconnu. Bon, ben, je sais pas pourquoi tu t'as lâché. Mais c'est probablement un mélange de caractère et d'événements ou d'absence d'événements. Après, tout autre scénario serait complètement de la conjecture, de la littérature, de l'uchronie. Voilà. Personne ne le sait. Il n'y a que toi qui le sais. Mais c'est comme mes cours de théâtre. Hein. Chez Cochet, il y a plein de gens qui abandonnaient, ou qui faisaient de la merde, ou qui travaillaient pas. Et Cochet disait, et pourtant, qui était mon maître en discernement, il disait, bah, pourquoi tu désapprends? Bah, il n'y a que toi qui le sais. On ne sait pas, Jonathan. On ne sait pas. L'important, c'est que tu n'es pas à la rue, tu as monté ton entreprise, tu as utilisé, enfin, tu as valorisé ta geekerie dans quelque chose qui est très lucratif et qui n'est pas fatigant du tout. Peut-être que c'est finalement mieux que de pisser du code pour Google ou pour je ne sais quel... ou pour... comment ça s'appelle ce site de voyage là, qui te traque partout, Expedia, là pour planquer des cookies de pervers dans toutes les commandes pour qu'ensuite tu sois scanné au rayon X pendant des années après ton achat. J'en sais rien. Tu ne me... À l'époque, quand tu devenais développeur, le narratif faisait rêver. On s'imaginait tous développer une start-up qui allait faire des milliards à la Facebook, à la Instagram. Au final, très vite, tu te rends compte que tu vas coder une fonction JavaScript ou Python, peu importe, pour optimiser le temps de livraison d'un livreur. Donc en vérité, tu es devant ton ordinateur comme une merde, avec que des geeks. C'est vraiment de la grosse merde, en fait. Mais tu sais, il y a une image, ce qu'on appelle désormais des mèmes. Alors, celle-ci est un peu ancienne, donc on la voit moins, elle est passée de mode. Elle concernait, je crois, à l'origine les traders pas en crypto-monnaie, mais les vrais traders, dans les banques réelles. Et c'était divisé en 8 petits, c'était un carré divisé en 8 petits carrés. Et dans chaque carré, il y avait ce que mes parents pensent que je fais, ce que ma copine pense que je fais, ce que le public pense que je fais, ce que mes clients pensent que je fais. Et le dernier carré en bas à droite, c'était ce que je fais réellement. Et on voyait un con devant un IBM ThinkPad T42 en train de faire un tableau Excel dans un open space. Voilà. Exactement, c'est horrible. Et dans la case ce que les gens pensent que je fais, il y avait le sosie de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Voilà. Ouais, c'est très vrai. Je pense pour plein de domaines différents, à mon avis, mais en tout cas pour le développement, c'est clairement ça. Développement informatique. Bah après, t'as des avantages. Alors c'est vrai qu'en France, les opportunités sont plus limitées que dans les pays anglo-saxons, mais je vois mon Léo, ex-directeur de la publication, il est parti à San Francisco. Il a un confort de vie totalement inespéré en France, si tu veux. Donc après, ce sont des professions où si on les embrasse,
Et si on est malin et qu'on est bon, il y a des rampes de lancement, si tu veux, qui sont très très largement supérieures à la moyenne des autres professions dans certains lieux dits. Par contre, il faut accepter de vivre dans la Mecque, dans la vallée de Valais, où coexistent ces gens-là. Donc c'est sûr que, en même temps, non, ce que je dis est un peu une règle de l'ancien monde, parce que désormais, depuis le Covid, avec le télétravail, etc., ça n'est plus forcément vrai. Mais Léo a accepté de vivre à San Francisco, bon, ce qui est pas l'enfer sur Terre, mais qui est quand même politiquement très 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 coloré, parce que dans la profession de développeur, c'est le seul endroit où tu peux être proprio d'un 100 mètres carrés à 30 ans, quoi. Tu vois, dans une grande ville. Développeur en France, je te garantis qu'à 30 ans, t'es pas propriétaire d'un 100 mètres carrés à Paris. Ça, c'est sûr. Non, ouais, je connais les salaires, c'est pas bon. Voilà. C'est très mauvais. Donc, surtout par rapport à San Francisco, où tu peux vraiment faire des salaires. Voilà. Mais ça reste pareil, t'as une vie misérable au final. Mais bon, après, c'est subjectif. Je connais bien plus misérable que ça. C'est subjectif, puisque ce qui est misérable pour toi, encore une fois, ce qui est misérable. Enfin, peut-être que ma vie. Moi, je suis en télétravail depuis 2006. Hein. Ma vie serait insupportable à l'immense majorité des gens que je connais. Insupportable. Insupportable. Littéralement insupportable. Pourtant, moi, je pourrais pas bosser comme vous, enfin, comme toi, je ne sais pas, mais je pourrais pas bosser en open space, ni pour un patron que je respecte pas, etc. Donc, tout ça, encore une fois, est hautement personnel. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Mais si tu veux un conseil, tu perds ton temps à demander à autrui l'explication d'un comportement passé. Okay. Il n'y a que toi qui vas trouver. Autrui ne sait pas. Autrui peut t'aider à lire tes options dans un dilemme présent. C'est-à-dire que tu me dirais, voilà ma situation, j'hésite entre partir à San Francisco ou à Bombay ou faire fleuriste chez mes parents. Là, je pourrais t'aider à sous-peser tes options. D'accord ? Mais te dire pourquoi il y a X années, t'as abandonné le patinage sur glace, le football... ou que tu es tombé dans le cannabis ou je ne sais pas quoi, la réponse sera toujours la même. Un terrain et des conjectures. Et des événements externes. C'est tout. La seule réponse stable et vraie dans tous les cas, c'est celle-ci. Quel était ton terrain? Est-ce que tu as un terrain de branleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a manqué un petit coup de pouce du destin je ne sais pas. J'en sais rien. Ou les deux. Mais tu perds ton temps. Ouais. Je ne sais pas et personne ne saura. Ni moi, ni tes parents, ni un psy, ni personne. Tu perds ton temps. Un jour, dans une autre entreprise, dans un autre projet, dans un autre défi, avec d'autres perdus, à mon âge, tu vois, j'ai eu 44 ans là, il y a 15 jours, tu comprendras, tu te diras, ah ouais, effectivement, voilà pourquoi j'ai rien branlé. Tu sais, moi, mon scénario ressemble, hein, parce que je suis rentré dans la prépa, dans une maths sup au lycée Masséna à Nice, qui était une des meilleures prépas de province à l'époque. Ça m'a demandé beaucoup de travail, de zéro à, enfin, de la petite école au bac. Et c'est vrai que là, j'ai bullé. Alors, j'ai pas quitté, mais c'est vrai que j'ai pas du tout mis l'investissement qu'il fallait. Pourquoi ? Je l'ai compris 10-15 ans plus tard. Parce que j'avais la foi et j'étais convaincu que ma vie serait faite de rencontres et d'opportunités et ne répondrait pas à une grille salariale basée sur le diplôme. Mais ça, je l'ai compris, je l'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo en 2017, un truc comme ça. Je l'ai compris bien plus tard. J'avais une espèce de foi. Mais à ton âge, j'aurais été incapable de le savoir. À 26-27 ans, j'en savais rien. D'ailleurs, à 26-27 ans, je savais même pas ce que je voulais faire dans la vie. J'ai maths consulting, j'ai commencé à 27 ans, tu vois. Et j'ai commencé parce que je m'emmerdais dans un cabinet de conseil et je sortais le soir. Donc du coup, quand tu sors et que t'as 27 ans, t'es plein de testo, machin, tu dragues. Et donc, comme j'ai une bonne plume, j'écrivais mes histoires de rencontres. Et comme ça a agrégé des dizaines de milliers de lecteurs, à la fin, les gens me disaient, oh là, comment tu connais aussi bien les filles, etc. Et tu vois, à ton âge, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire. Je m'emmerdais en tant que consultant. Et je n'avais aucune idée de pourquoi je me retrouvais là, pourquoi j'étais... Tout ça était très flou.
Un jour, on se retourne et on voit que les pas qu'on a fait faisaient un dessin. Voilà. Connecting the dots, comme disait Jobs. T'es un peu jeune pour connecter les points. Finalement, au final, ça n'a aucun intérêt ce que je fais en fait, d'essayer de comprendre pourquoi j'écoute cette école. En plus, j'ai un parcours aujourd'hui qui est différent. Je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt. Je dis que 1, c'est pas autrui qu'il faut demander, et que 2, tu comprendras plus tard. Ouais, donc. De 2, soit tu vas comprendre que t'es un branleur, soit tu. Bon, donc c'est toi qui le dis. Soit tu vas comprendre que tu avais un autre destin. Moi, par exemple, même mes détracteurs pourraient, avec un brin d'honnêteté, reconnaître que je suis plus utile aujourd'hui que je ne le serais développeur ou ingénieur en mécanique. Bon, eh ben, j'avais un destin, tu vois. Un petit destin, hein. Je suis ni Elon Musk, je suis un petit Jordan Peterson. Enfin, petit. À mon âge, personne ne le connaissait. Hein. Donc, il faut comparer à âge équivalent également. Mais je suis en avance sur son âge, si tu veux. Mais voilà, j'avais un destin autre. Bon, ben, soit tu découvriras que tu as un destin, soit tu découvriras que tu es un branleur malin et que tu as trouvé une... Il y a des gens comme ça, j'en ai connu. C'était juste leur qualité, numéro 1, c'était d'être malin. Et ils se mettaient toujours dans des plans avec travail minimum et rémunération maximum. Alors, tu sais quoi, moi je pense que c'est un peu les deux. Parce que pour être honnête, ce que je fais maintenant en tant que job principal, ça m'a toujours permis de gagner très bien ma vie. Mais pour des... Vraiment, je travaille pas. C'est-à-dire que tu peux faire des salaires à 15 000, 20 000 euros et tu travailles vraiment 10 heures. Des salaires ou des chiffres d'affaires? Non, des salaires. Des salaires à 10 000, 15 000, 20 000 euros. Déclarés en France? Non, j'ai jamais... je vis pas en France depuis 4 ans, 5 ans depuis que je travaille. D'accord. Parce que pour te payer 10 ou 15 000 euros de salaire en France quand tu es gérant d'entreprise, il faut être un petit peu con, parce que ton taux marginal d'imposition explose. Ouais, non, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe en France. Voilà. Je te dis, pour être honnête. Mais en contrepartie aussi, j'ai par exemple aujourd'hui des opportunités où il faut bosser 24/7 et je le fais. Et genre vraiment je bosse tout le temps. Mais j'ai aussi ce côté complètement branleur où vraiment j'ai pas envie de bosser plus de 4 heures et ça me saoule. Et je peux quit même des beaux projets. Donc je suis un peu entre les deux, même si je pense que je suis en train petit à petit de passer vers le, comme ils disent en anglais, le hard worker. Voilà. Écoute, je vais te quitter sur une notion positive. J'ai un podcast VIP qui remonte à environ 6 mois. Je te conseille de le consulter sur Homme d'Influence section VIP. Les podcasts sont sur Homme d'Influence, pas sur Mad Consulting, hein, hommedinfluence.com section VIP, et qui s'appelle Peut-on changer? Et je conclus mon analyse par une conclusion relativement négative à ce sujet. Je dis les changements sont souvent temporaires et pas durables. Mais, il y a toujours une exception à la règle. Je pense que fait exception à cette règle ce qui a trait à l'organisation. Je pense qu'il est possible de passer de totalement négligent à très organisé, ou de très désinvolte, par exemple, par rapport à tout ce qui va être santé, sanitaire, à tout à coup très concerné. Je pense que ça enfreint, on va dire, ma règle pessimiste, parce que ça a trait à la survie. C'est-à-dire que c'est un peu comme une maman de 45 kilos peut avoir la force de soulever une voiture si son fils est coincé dessous. Ça on l'atteste. On a des preuves. Tu as des gens de 50 kilos qui ont soulevé 500 kilos ou plus pendant une demi-seconde, le temps de sortir de bras de leur enfant. Tu vois. Donc quand tu touches à la force vitale, à l'instinct de survie, et à l'instinct de développement, et à l'instinct de protection, et à l'instinct de reproduction, tu peux activer des forces de changement drastiques. Donc quand tu sens que ta survie économique, sociale, biologique est mise en jeu, tu peux
t'organiser, tu peux... on l'a vu, on a des exemples. Donc, et on peut également, quand la courbe des revenus penche trop vers le bas, on peut se sortir les doigts et se faire des marathons de travail de plusieurs mois ou de plusieurs années. On le sait, ça. C'est même ce qui donne lieu parfois à ce qu'on appelle des burn-out. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas égal devant le burn-out. Il y a des burn-out de caractère, c'est-à-dire des gens qui n'ont d'intérêt que pour le travail salarié, qui ont un besoin urgent de se tuer à la tâche parce que sinon ils n'ont aucun autre centre d'intérêt dans la vie. Et tu as des gens qui font des burn-out localisés, focalisés sur une période, sur un projet. Hein, c'est pas les mêmes non plus, faut pas tout mélanger. Toi, t'es clairement pas dans la première catégorie. Et moi non plus d'ailleurs. Non, mais j'ai fait ça, ce que tu dis, j'atteste, j'ai fait des marathons de travail extrêmement intensifs. Par exemple, la première fois où j'ai fait un business qu'on appelle le dropshipping, c'est un vieux business, voilà. Oui, c'est un gros business d'enculé, oui, je vois très bien ce que c'est, oui. Ça dépend comment tu le vois. Moi, je pense pas que ce soit un business d'enculé. Bah, je pense que tout business d'intermédiaire consistant à maximiser sa marge, c'est un business de parasite. Alors moi, je pense que c'est surtout un beau business pour les gens qui peuvent pas aller en Chine et faire un prototype à 100 000 euros parce que les banques leur ont refusé leur argent, parce que leurs parents n'avaient pas assez d'argent pour subvenir à ce... Oui, bon, d'accord. Donc t'achètes des trucs sur AliExpress et tu les revends sur ton site à toi 15 fois plus cher. Bon, ok, on a compris. C'est les grosses lignes, mais tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Tu peux parler au fournisseur, le designer avec lui, le customiser, faire ta brand. Mais en revanche, le projet, c'est-à-dire par exemple, si on va dire, moi je faisais des montres, la montre de base, c'est lui qui va la dessiner, c'est lui qui va la produire. Mais ensuite, si tu veux changer par exemple, je sais pas, le bracelet, le mouvement, tu peux tout faire. Si tu veux mettre un logo à l'intérieur, tu peux le faire aussi. Si tu veux mettre un packaging attrayant... D'accord, j'ignorais. Ok, d'accord. C'est du dropshipping évolué. D'accord, évolué. Tu peux Je te l'accorde. Tu as gagné, je te l'accorde. C'est un dropshipping évolué. D'accord. Un dropshipping évolué. D'accord, ok. Ça reste du drop. Ouais. Oui, voilà. C'est pas le dropshipping de l'influenceuse à la con, assistante en pharmacie, qui va vendre des faux ongles achetés en Chine, quoi. Non, bah ça je suis d'accord, c'est un peu enculé. C'est enculé, allez. C'est un business enculé. C'est pas bon. Mais pour faire ces e-commerce-là et pour faire ce drop-là, c'était quand même beaucoup de travail. Et donc, je pouvais faire des marathons de travail comme ça. Et une fois que le business tournait, j'arrêtais tout. C'était vraiment, voilà. Donc, tu es un homme de sprint. Bon, tu es un mec de sprint. Et c'est souvent, on le remarque à l'école, dans les strates intermédiaires, dans les déciles intermédiaires de la stratification de l'intelligence. C'est-à-dire que tu n'es pas brillant. Quand je dis brillant, c'est sur une échelle d'intelligence entre 0 et 10, c'est 8,5, 10. Tu es loin d'être un crétin, tu es au-dessus de la moyenne. Tu es comme moi. Je pense que nous avons des intelligences similaires. Je pense que nous sommes entre 6,5 et 8. Voilà, entre 7 et 8. Nous sommes entre 7 et 8. Nous ne sommes pas des génies. J'ai côtoyé des génies dans leur domaine. Je peux te garantir que j'ai tout de suite compris que c'était pas moi. Et tu as eu la même expérience dans un domaine parallèle. Moi, c'était pas tout à fait en code. C'était, on va dire, en algèbre. J'ai tout de suite compris au bout d'un cours et demi qu'il n'y aurait jamais compétition. C'est-à-dire les mecs faisaient de l'algèbre et de l'algèbre et de la trigonométrie et de l'analyse pendant les vacances. C'est-à-dire que les gens normaux, comme toi et moi, quand on a fini nos devoirs, on joue. Alors, moi, étant de la génération d'avant, nous, on allait jouer au foot, au basket, etc. Et les jeux vidéo sont arrivés un peu plus tard. Vous êtes la génération où, bim, vous êtes nés dedans. Bon, d'accord, ok. Mais nous, on est entre guillemets saints d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, à aucun instant, je rêve d'avoir vécu une vie où, pendant mes loisirs, je faisais des maths, quoi. Et je ne souhaite à personne d'avoir une vie où des enfants qui, pendant leurs heures où ils devraient draguer ou jouer ou faire des conneries, lisent Kant ou Schopenhauer. C'est pas normal, si tu veux. Ce sont des stratégies d'évitement du réel. Donc ce n'est pas enviable.
N'empêche que ces gens existent, et que quand tu as côtoyé ces gens, eh ben, tu te rends compte que tu es d'intelligence moyenne à moyenne supérieure. Voilà. Je suis complètement d'accord. Mais juste en revanche, j'ai une question pour toi. Tu excelles quand même dans ton domaine. Est-ce que ça fait pas de toi, finalement, un génie dans ce que tu fais? Non, d'abord, je ne suis pas excellent. Je me considère comme bon dans l'ensemble et parfois très bon, mais très loin d'être excellent. Et mon approche, je ne suis excellent dans aucun domaine, mais mon approche, en fait, cumule des dons moyens, mais dans des domaines antagonistes. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai peu de concurrents? Parce que j'applique un fonds de culture générale, un fonds de culture scientifique et un intérêt pour le cœur humain à de la sociologie. Et je ne suis pas un sociologue exceptionnel, je ne suis pas un physicien exceptionnel, je ne suis pas un mécanicien exceptionnel, mais simplement les disciplines que je conjugue et que je marie sont tellement antagonistes entre elles que finalement, à la fin, on est très peu. Tu considères comme exceptionnel dans ton domaine? Non, je viens de t'expliquer que non. Je suis pas exceptionnel, je dis qu'on est très peu. Et on est très peu parce que je conjugue des dons, des qualités dans des domaines qui... Enfin, excuse-moi, je me répète. Donc comme quoi, tu vois, quand on sort de la programmation, t'es moins brillant. Je conjugue des qualités de domaines où normalement les gens ne les ont pas. C'est-à-dire que quand tu es logique, tu ne comprends rien aux émotions. Quand tu es émotionnel, tu es enchaîné, tu n'as pas d'arrière-plan culturel ou de culture générale. Et quand tu as un gros arrière-plan de culture générale, politique, géographique, économique, géopolitique, etc., tu es souvent un peu un handicapé de l'entrepreneuriat. Et moi, il se trouve que j'ai un petit don d'entrepreneur, mais qui est très loin d'être merveilleux, mais je l'ai. J'ai une culture générale qui est très loin d'être parfaite, mais qui est moyenne plus. J'ai 6 ans de sciences, 3 de prépa et 3 d'école d'ingénieur, qui m'ont quand même appris à raisonner. Même si je ne sais plus trigonaliser une matrice, je ne sais plus résoudre un problème d'algèbre, n'empêche que je sais quand un raisonnement ne tient pas la route. J'ai l'enseignement de Jean-Laurent Cochet sur la volonté, l'entendement, le discernement, l'écoute, la lecture. Je suis très loin d'être son meilleur élève, mais je l'ai. Et en plus de ça, j'ai de l'observation, et en plus de ça, j'ai pratiqué pas mal de sport, voilà, de trucs de danse, de machin, et je combine tout ça. Donc j'ai un niveau moyen supérieur dans tout, mais simplement je combine des domaines tellement hétéroclites et antagonistes qu'à la fin, je suis tout seul. Donc en France, il n'y a personne, selon toi, qui excelle. C'était ça la question que je t'ai posée. Tu m'as dit, est-ce que toi, tu penses exceller? Et après celle-ci? Ah ben, je l'ai pas entendu, alors je te présente mes excuses. Celle-là, je t'ai laissé te répéter parce que c'était sympa. Ah ben, j'ai pas entendu. Si, il y a plein de gens qui excellent dans un domaine précis en France. Pourquoi tu me poses... Non, j'aimerais savoir, selon toi, qui excelle dans ton domaine. Bah, c'est quoi mon domaine? Définis mon domaine. Sociologie, sociologue? Aucun sociologue ne me reconnaît comme son égal. Et je leur en veux pas, j'en ai rien à foutre. Les sociologues sont des ringards subventionnés, maniérés. Hein. Alors on peut citer l'inénarrable Laganerie, hein, que j'ai déjà démonté en vidéoscopie, qui nous a expliqué très récemment que ses livres consistaient à problématiser la problématique du problème avant de le déprendre. Enfin, c'est un bretteur quasiment obsessionnel. La sociologie, c'est quoi? Toute la séquence qui va, on va dire, de Durkheim à Laganerie, en passant par l'école américaine, etc. Aucune de ces catégories ne me revendique. Mais je leur en veux pas, je m'en fiche, moi. Donc je ne suis pas un sociologue brillant, de la même façon que je ne serai pas un ingénieur brillant. Je te dis,
il y a des gens brillants dans leur domaine. La sociologie n'est pas quelque chose qui m'impressionne énormément, mais il y a des gens qui ont marqué leur époque. Goffman a marqué son époque. Il y a des gens qui ont fait des croisements. Voilà. Les noms ne viennent même plus en tête. Notamment en sociologie des marchés de l'art, etc. Menger. Bon, mais oui, il y a des gens qui excellent, mais il y a également une... Tu vois, au sport, il y a les disciplines, et puis il y a le décathlon, tu vois. Tu as quelqu'un qui est capable de faire tout à 80 ou 85% de la performance des autres. Et ben, il se trouve que je suis un petit peu dans ce cas-là, et du coup, quand vous me présentez un dilemme, ma performance, c'est d'arriver à le choper sous son aspect émotionnel, culturel, géographique, également de genre, parce que je réponds pas à un homme comme je réponds à une femme, et je réponds pas à un homme bourré de F comme à un homme bourré de H, et vice-versa. Et voilà, après, il y a des gens meilleurs que moi dans chaque domaine. Individuellement, en 2 secondes, tu trouves quelqu'un de meilleur que moi. Mais c'est vrai que conjuguer des disciplines hétéroclites, là, on n'est pas beaucoup. Voire, j'en connais pas. Je vois. Ah, c'est intéressant. Okay. Je ne me connais pas de concurrent direct. Je connais plein de gens qui vendent des formations. Après, je ne me connais pas de concurrent direct. Alors, je peux trouver des concurrents sur les études de cas hommes-femmes. Je peux trouver des concurrents sur les études de cas de type vivre de sa passion, monétiser, etc. Mais quelqu'un dont l'offre va de monétiser sa passion à logique des femmes, en passant par survivre à l'enfer du salariat et par... j'en connais pas. Mais voilà, mon unicité est d'avoir conjugué des trucs qui ne rentrent normalement pas dans la même personnalité. Voilà, j'aime des trucs d'ingénieur pur, et à la fois, je peux m'attarder devant quelque chose considéré comme relativement féminin. Voilà, et c'est ça ma différence. Ok, donc finalement, cette pluralité, elle fait de toi... Donc finalement... t'excelles pas dans un domaine, non. Tu maîtrises bien plusieurs domaines. Oui. Ce qui fait que tu as une approche qui est complètement différente que d'un gars qui va faire, c'est un sociologue pur, dur, et c'est tout. Oui, je n'écris pas la sociologie comme un sociologue, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il me décrit, mais en fait leur prose est illisible. Vous lisez la revue France, si vous voulez rire, vous vous procurez des extraits de la RFS, Revue française de sociologie, sur Internet, et c'est absolument inutile, imbitable et à la limite du risible. C'est ridicule. Ça ne sert à rien, personne ne lit ça. C'est de l'entre-soi pur. J'ai 500 fois plus d'influence qu'un sociologue français, ou 1000 fois plus. Personne ne les... Ils ne sont jamais consultés. En théorie, si leur science, si leur discipline était à la hauteur où ils pensent la mettre, ils seraient consultés par les gouvernements. Ils seraient consultés par les cabinets de conseil. Ils seraient consultés par les élites. Ils seraient consultés par les ministres. Dans l'entourage de notre cher président prochainement réélu, et qui sera à mon avis réélu déjà à l'époque où le jour où vous entendrez cette étude de cas, je t'ai informé que tu étais enregistré. Ouais. Je t'ai informé que tu étais enregistré, diffusé sur ma chaîne Stéphane Edouard étude de cas, et tu es d'accord. Exact. Et ben le jour où cette étude de cas sera diffusée, notre cher président sera réélu, et à ma connaissance, dans son entourage, il n'y a que des énarques et des polytechniciens, il n'y a pas un seul sociologue. Pas un seul. C'est une sous-science. Ça n'intéresse personne. Ils sont même quasiment jamais invités en plateau. Alors qu'ils devraient être les mieux armés pour faire de la prospective. En théorie, ils ont des données ethniques, ils ont des données démographiques, ils ont des données politiques, ils ont des données géographiques. En théorie, un plateau sérieux devrait avoir un sociologue pour nous expliquer là où on va. Il n'y en a jamais.
Donc, avec mes limites et mes obsessions et mes tics et tout ce qu'on veut, j'ai quand même 1000 fois plus d'influence qu'un sociologue moyen. Quand on montre un sociologue, c'est pour s'en moquer, tu vois, comme la gannerie. C'est pour rire de lui. Moi, quand on me montre, c'est pas pour se foutre de ma gueule. Personne se fout de ma gueule. À part 2-3 puceaux obscurs sur YouTube, qui ne donnent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur visage. Hein, toujours. Tu remarqueras le courage. Hein, si vous voulez vous moquer, montrez votre vrai visage, donnez votre nom et votre prénom. Sinon vous êtes des merdes. Mais tu leur portes de l'importance à ces gens qui... Jamais. Je ne les regarde jamais, je ne les écoute jamais. Ça, c'est Cochet qui m'a appris ça. Quand des inimitiés du métier, etc., faisaient que telle critique ou tel machin, critiquait ses mises en scène, il disait c'est de l'actualité, mais c'est de l'actualité pendant combien de temps? Pendant quelques jours. Il suffit que je n'y prête pas attention et ça se désactualise. Et ben voilà. Pendant quelques mois, on va m'envoyer les liens de quelqu'un qui parle de moi. Je n'ai jamais regardé, jamais écouté, et après ils disparaissent. Voilà. C'est comme un bouton, faut pas gratter. Donc il y a une façon d'être exceptionnel, mais c'est pas donné à tout le monde, par définition, c'est de conjuguer des qualités antagonistes. Ok, donc c'est quand même une façon, donc c'est une façon d'être exceptionnel. Exceptionnel par la rareté, pas par la performance. Je vois. Je suis rare, mais je ne suis pas brillant. Je ne suis pas un brillant écrivain, mais j'ai une bonne plume sympathique. On le découvre là parce que ça fait des années que j'ai pas écrit. Les lecteurs de la revue, j'allais dire à laquelle je collabore, c'est un grand mot, la revue qui me salarie, puisque je ne suis qu'un salarié. Les lecteurs me disent tiens, c'est bien écrit. Bah oui, effectivement, j'ai une bonne plume, mais pas assez pour me lancer dans la carrière de romancier. Je ne suis pas un écrivain brillant, mais j'ai une bonne plume. Je suis un bon orateur, mais je ne serai jamais Fabrice Lucchini. Tu vois ? Ouais. Par contre, je combine des qualités antagonistes. Normalement, un bon orateur, c'est quoi un bon orateur? C'est quelqu'un qui vit de sa voix. Et moi, je vis de mes conférences, donc c'est ma voix, donc je suis un bon orateur. Donc après, vous pouvez dire que vous n'aimez pas. N'empêche que vivez de vos paroles, puis on en reparlera. Donc, non, c'est difficile. Voilà. Ouais. Donc je suis un orateur moyen plus, on va dire, et un écrivain moyen plus, mais normalement, c'est antagoniste. Moi, par exemple, mon maître en art de l'interprétation, c'était Cochet. Cochet écrivait très mal. Il a écrit 3 bouquins, j'ai les 3. C'est super mal écrit. et à l'inverse, il est très rare qu'un écrivain s'exprime avec l'aisance d'un avocat ou d'un rhéteur ou d'un bretteur. Tu peux prendre de Houellebecq à Charles Bukowski en passant par je ne sais qui. C'est très moyen à l'oral. Et moi, il se trouve que j'ai les deux. J'ai une bonne plume et une bonne pêche à l'oral. Mais je ne suis brillant dans aucun des deux. Ok. Aparté comme ça, Oussama Hamar, tu connais? Le gros, là? Ouais. Oui, mais il a été condamné pour escroquerie plusieurs fois, non? Une fois je sais plus, il y a longtemps. C'est un grand orateur ou pour toi, ou alors pas vraiment? Tu l'as déjà écouté en conférence? Oui, je suis allé avec mon ex de l'époque il y a plus d'une dizaine d'années, il y a 10-12 ans, quand il a ouvert le Family machin, là. Et il diffusait des films. Il diffusait des films le dimanche soir d'inspiration. Il faisait des soirées inspiration. Donc il avait diffusé Itinéraire d'un enfant gâté sur un vidéoprojecteur avec une image pourrie, etc. Donc ils avaient finalement, je sais pas trop ce qu'ils faisaient de leur budget, mais enfin on n'a même pas une image correcte. Et il avait comme ça une équipe de 4 ou 5 gonzesses, pas trop mal d'ailleurs, hein, une avec des cheveux bouclés assez sexy. Je sais plus. Et du coup, alors mon ex se lançait un petit peu, donc du coup elle l'avait un peu coaché. Et puis moi, elles avaient demandé de quoi j'avais besoin. J'avais dit de rien, ça va, merci. Et du coup, elle avait essayé de me filer des conseils, mais en gros, moi je faisais déjà plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, tout seul. Et donc je leur ai dit non, mais moi j'accompagne ma copine, mais fondamentalement, je vous assure,
Moi, je fais ça, je vends ça, ça va, j'ai besoin de rien. Et du coup, ils l'ont tous hyper mal pris parce qu'ils voulaient me refourguer leur cam, en fait, leur conseil. Leur concept, c'était apparemment au conditionnel, d'échanger un accompagnement contre des parts, contre des parts de ta boîte, en fait. 5%, ouais. Voilà, c'est ça. Mais non, il a des casseroles au cul dans tous les pays. Je connais de l'intérieur, donc je ne peux... Enfin, je sais qu'il y a une condamnation, je crois, pour... je ne sais plus exactement quel motif, enfin, pour mauvaise gestion. Et puis le reste, comme ça n'a pas été condamné, je peux pas le dire, mais moi, je le sais. Je le sais, j'ai des potes, qui ont perdu de l'argent avec lui. Donc voilà, je ne dirai rien, mais bon, voilà, je te laisse lire entre les lignes. Concernant ses talents oratoires, on est d'accord que c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression... Les gens l'écoutent comme... ils lisent la Bible, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il a un talent. Il excelle. Il vit de ça, d'ailleurs. Que de ça, en fait. C'est-à-dire qu'en conférence, il prend 10 000 euros par heure, je crois, ou 10 000 euros par conférence. Ouais, mais moi, je fais bien plus que 10 000 euros par conférence. Hein. Si tu veux, on compare nos chiffres. Je prends bien... Je sais pas après si par rapport à l'argent que tu gagnes, c'est ce qui définit... Ah ben non, mais c'est toi qui... excuse-moi, cher ami, qui a commencé sur l'argent, toi ou moi? Non, c'est moi. Tu me dis, il est brillant, il fait 10 000 par conférence. Je fais bien plus que 10 000 par conférence et j'ai l'humilité de ne pas le souligner. Comment tu le sais qu'il fait 10 000 par conférence? Parce qu'il l'a dit, sinon tu t'en saurais rien. Tu vois? Exact. Et ça déjà... c'est déjà une preuve d'impuissance. Pourquoi? Parce que normalement, on n'a pas à prouver. Tout ce qui se prouve est vulgaire. Si tu réussis, tu es censé l'exhaler. Tu n'es pas censé avoir à le démontrer. Moi, il n'y a aucun signe de richesse sur mes réseaux sociaux. D'accord? Aucun. Aucun. Il n'y a pas de Rolex, il n'y a pas de soirée, machin, il n'y a rien. Je fais confiance au discernement des gens. Parfois, j'ai tort. Je le surestime. Mais les gens intelligents savent que je réussis. Dans la mesure où tu as besoin d'évoquer des signes ostentatoires, d'évoquer... S'il y en a un, pardon, allez, je me suis fait un petit plaisir. J'ai une photo Instagram. Et encore, c'est loin d'être la plus vulgaire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aller voir le centre du volant pour reconnaître ce que je conduis. Okay. Une seule en 15 ans, d'accord? Moi, j'ai des ex-collaborateurs. C'est même pas des collaborateurs, c'était des employés, à la limite des assistants, qui maintenant font les grands financiers et les grands conseillers en achat de parking et en défiscalisation sur Internet. Dès qu'ils ont... On va pas les citer pour pas leur faire de la publicité, mais enfin, bon... Vous cherchez dans la gamme des 1m60, 1m65, vous allez trouver. Dès qu'ils se sont lancés, leur obsession, c'était de se montrer en cabriolet, face à la mer, en hélicoptère, en jet, etc. Bon, bah on attire qui? On attire des gens à l'image de son QI, voilà. Les naïfs, tu veux dire, finalement. On attire une population que moi, je ne cible pas. Donc, quelqu'un dont tu sais combien il gagne, c'est déjà pas normal. Et c'est déjà que cette personne est d'une façon ou d'une autre fêlée ou fêlable. Il y a une fêlure, il y a quelque chose. Parce que si tu le sais, c'est qu'il l'a laissé fuiter. Si tu le sais, c'est qu'il l'a laissé fuiter. C'est logique ou c'est pas logique? Oui, bien sûr. Si tu le sais, c'est qu'il l'a laissé fuiter. S'il l'a laissé fuiter, et surtout avec un chiffre rond comme ça, un chiffre symbolique, c'est que il y a 50% de chances que ce soit une connerie, ou 50% de chances que ce soit simplement un argument de vente. Ok. Mais par exemple, Gary Vee, je crois que... Alors, si tu es anglo-saxon, tu me diras, mais je pense que lui aussi, on connaît ses tarifs. Qui ça? Gary Vee, tu vois qui c'est? Non. Ah, mais culturellement, aux États-Unis, on parle plus de ces choses-là. On parle plus de ces choses-là. Mais en France, c'est extrêmement vulgaire. Extrêmement. Ouais, ça l'est, ouais. Extrêmement. C'est vraiment une attitude de nouveaux riches, de pusillanime ou de séfarade.
Ok. Donc voilà, je pense qu'un un artiste n'a pas à communiquer sur sa jauge. Il n'a pas à dire moi je fais 7000 personnes là, ou je fais 700 personnes par soir dans tel endroit. Ou alors, comme Lucchini, il ironise, il se parodie. Enfin, il le fait, mais au 3e degré. Ouais. Mais quand un communicant, quand un influenceur communique sur ses prix et sur ses prétentions, c'est déjà très très mauvais signe. Et après, il faut également voir le CV des gens. Le mec dont tu parles, là, à ma connaissance, mais je peux me tromper, a planté toutes ses boîtes. Bon, à un moment, il faut également regarder les gens à la lumière de leur réalisation passée, si tu veux. Donc, est-ce que c'est sympathique à écouter? Peut-être. Je ne me prononcerai pas. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je vois. Mais finalement, est-ce que parce qu'il plante ses boîtes, ça fait de lui quelqu'un de mauvais en termes de... Les gens, ils sont vraiment galvanisés, si tu veux. Moi, c'est-à-dire que les mecs en France, tout le monde me parle de lui. Il y en a pas. J'ai pas rencontré un entrepreneur qui me parle pas de Oussama Hamar. Bah si, moi. Voilà. Ok, bon, bah, l'exception, c'est une exception. La majorité des entrepreneurs que je rencontre me parlent de lui. Très bien. Bah écoute, donc il a un ton. Il a un ton et un discours qui séduisent les web entrepreneurs. Bah très bien pour lui. De toute façon, heureusement qu'il a un ton heureusement pour lui qu'il a un ton et un discours, parce que bon, on peut pas tous miser sur le physique, quoi. Exact. Mais très bien, parfait. Il y a des peuples qui ont un talent de bretteur et de vendeur, et ce sont des invariants dans l'histoire de l'humanité. Il y a des métiers dans lesquels il y a des surreprésentations. Bon, et ben voilà, c'est ethnique, c'est dans le sang. Je vois, j'ai bien compris. Ok. Voilà, garçon. Merci Stéphane. Un petit retour pour, tu vois, faire de la publicité élégante et réelle, hein, parce qu'on ne raconte pas tous n'importe quoi. Est-ce que tu veux bien parler de ton abonnement VIP aux gens et confirmer que ce n'est pas préparé, que je ne te fais pas lire un texte et que tu t'exprimes librement? Ah non, pas du tout. Je m'exprime librement. Il n'y a rien qui est préparé. Moi, j'ai décidé d'appeler Stéphane maintenant. C'était il y a 1 heure. Avant ça, évidemment, j'ai appelé Martin, qui m'a dit « Ok, tu peux l'appeler ». Je l'ai appelé. Stéphane m'a posé la question. Donc, on précise pour les autres, Martin, Christophe et Thomas sont ce qu'on appelle chez nous la classe prépa. La classe prépa vous aide à organiser vos idées et à ce que les conversations soient plus fluides, plus percutantes. À ce que vous ne vous perdiez pas en route. Et du coup, retour sur... je sais pas, qu'est-ce que tu penses du VIP? Est-ce que tu le conseilles aux gens? Les conférences sont très bonnes, honnêtement. Je pense pas qu'on peut trouver ça ailleurs. Le call que je viens d'avoir avec toi était très cool aussi. J'ai appris beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai pas intégré. Il y a un Slack que j'ai pas intégré, donc je peux pas en parler. Un Slack, c'est une messagerie. Mais d'une manière générale, honnêtement, pour 200 balles, il faut y aller, quoi. Je sais pas, c'est très bon. Voilà. Tu remarqueras que à aucun moment je n'ai regardé la montre et je ne sais pas depuis combien de temps on parle. Ouais, ça fait plus d'1 heure. Plus d'1 heure, alors que normalement une étude de cas c'est censé être 30 minutes. Je pense que ça n'est pas tout le monde. Moi, quand j'appelle un avocat, je peux te garantir qu'il me garde pas 1h15 pour 30 minutes. Tu vois. J'ai déjà rencontré des avocats où c'est censé être 1 heure et au bout d'1 quart d'heure ils dégagent. Voilà. Donc, voilà. Non, mais je conseille vraiment à tout le monde au moins de faire un test.
veux dire, c'est 200 € honnêtement par mois. Vous prenez le VIP intégral, je pense pas que vous allez être déçus. Et je connais pas Stéphane, ok, c'est la première fois que je lui parle. Et je connaissais pas, pour être honnête, Stéphane Edouard il y a 4 mois. C'est un pote à moi qui m'a dit tiens, regarde ses vidéos, il est incroyable. J'ai été te voir et voilà, j'ai vu tes vidéos et c'est très bon. Eh ben merci pour la publicité. Donc lien d'inscription à l'écran et en description. Et je vous invite, pour ceux qui découvriraient le principe des études de cas, à consulter les autres disponibles sur la chaîne Stéphane Edouard, études de cas. Merci à toi, bonne soirée. Merci Stéphane.